a proposé que je fasse une introduction et la manière dont je l'ai un peu pensé, c'est d'abord de revenir sur ce qu'on a pu identifier comme une première phase du mouvement et d'en tirer un peu les bilans et essayer d'analyser l'expérience politique qu'on a pu vivre dans ce cadre-là avant d'aborder ce qu'on a identifié comme l'émergence d'une seconde phase autour de la période plus actuelle et de dresser quelques perspectives et quelques propositions d'orientation et de tâches que les étudiants peuvent avoir à mener ensemble pour la suite. Donc pour commencer, quelques caractéristiques du mouvement étudiant tel qu'on l'a vécu autour de cette loi El Khomri depuis le 9 mars. Je pense que je vais essayer d'être assez synthétique sur ce point, mais il y a des éléments qui sont quand même importants à rappeler, notamment le fait qu'il a commencé très en force. Je pense que ça, c'est une évidence, notamment quand on regardait dès l'ambiance dès les vacances avec l'écho qu'a eu la pétition et surtout les AG très massives qu'on a pu voir dans un certain nombre de facs. Moi je suis à Paris 1, on était plus de 700, à Paris 8 c'était pareil, et en fait c'est des AG qui étaient même plus massives que ce qui se passait pendant le CPE, et donc c'est un phénomène assez notable et qui s'est accompagné de l'émergence assez rapide d'un noyau militant très déterminé, très mobilisé et assez radical, qui rompait avec les 6 années de morosité dans lesquelles on avait pu un peu baigner, dans la mesure où il n'y avait pas eu de mouvement d'ampleur depuis les retraites. D'autant plus que je pense que la réaction a été aussi forte que c'était loin d'être une attaque isolée. Ça s'inscrivait dans des années de politique néolibérale avec l'ANI, la loi Macron, et de manière plus générale, ça caractérisait l'une des attaques coordonnées de ce gouvernement contre différents secteurs du monde du travail. Donc la loi travail, la loi El Khomri, ça concerne le secteur privé, mais il y avait aussi le décret socle pour les cheminots, le plan Hirsch pour les hospitaliers, la renégociation de l'assurance chômage pour les intermittents. Et ce qui fait que les conditions étaient en fait réunies de manière assez objective pour qu'émerge, même dans le mouvement étudiant, très rapidement une forte aspiration à la grève générale. Ça s'est traduit concrètement par une volonté de se lier avec les travailleurs, où beaucoup d'étudiants, beaucoup de comités de mobilisation ont choisi d'aller militer dans les gares à proximité de leur fac pour distribuer des tracts, pour soutenir les cheminots, d'aller notamment à Paris 1, je sais qu'on est beaucoup allé aussi à la Salpêtrière, soutenir les hospitaliers, et qu'il y avait une ambiance et c'était vraiment quelque chose qui était discuté. Pour donner un exemple concret, encore une fois, à Tolbiac, je ne sais pas si vous aviez suivi ou si vous avez entendu parler, mais il y a eu un meeting qui était assez impressionnant le 30 mars, qui a réuni presque 1000 personnes autour du mot d'ordre du tous et toutes ensemble, et où non seulement il y avait des interventions très combatives dans le sens de la grève générale, mais il y avait une espèce de foule en liesse qui avait l'air très convaincue de cette perspective, et avec un niveau de détermination vraiment impressionnant et qui donnait beaucoup de combativité pour la suite. Ça a ancré en fait dans la conscience des étudiants et des étudiantes l'idée que bien qu'on soit mobilisé, on gagnera pas seul. Et je pense que dans la mobilisation, ça s'est traduit un peu concrètement dans la rue le 31 mars, où je pense que ça a exprimé un saut un peu dans la construction de la mobilisation, tant quantitatif, parce que ça a réuni plus d'1,2 million de personnes dans toute la France, que qualitatif, parce que c'était une des premières expériences de convergence en acte qu'on pouvait faire, dans la mesure où les travailleurs, travailleuses, étudiants, étudiantes, lycéens, lycéennes étaient côte à côte dans la rue, avec la volonté de taper au même endroit, au même moment. D'autant plus que ici on est à République dans le cadre de Nuit debout. Je pense qu'il faut aussi noter le fait que le 31 mars, dans la conscience un peu générale, ça s'est aussi traduit par Nuit debout, qui exprimait de manière un peu spontanée et brute la volonté de ne pas rentrer chez soi après cette journée de mobilisation, et la volonté de ne pas en rester là. En revanche, pour donner d'autres éléments, les étudiants et étudiantes, on s'est heurté à plusieurs difficultés, et on n'est pas les seuls, c'est la même chose du côté des travailleurs, et ça de plusieurs fronts. D'abord du côté du gouvernement, parce que il a très bien compris que cette dynamique a été lancée, et il s'est investi dans une politique savante de détricotage de cette dynamique à la grève générale, en faisant des concessions par-ci par-là. Si on se rappelle quand même, par exemple, la journée du 22 mars, à la base ça devait être une journée de la fonction publique, sauf qu'ils ont été augmentés d'1,2% avant, ce qui a fait que la journée de grève a été annulée. Or, l'entrée en scène de la fonction publique de manière massive aurait été évidemment un poids de plus dans la balance. De la même manière, on voit qu'il y a eu des concessions du côté des intermittents.
et des négociations, même du côté étudiant, avec les magnifiques miettes accordées à l'UNEF pour 400 millions d'euros pour les étudiants, etc. Le deuxième aspect qui est assez caractéristique de cette mobilisation et qui marque cette volonté du gouvernement, je pense, c'est l'ampleur de la répression qu'on a subie, qui notait dès le début en fait une volonté à travers le fait d'entourer les cortèges étudiants d'un dispositif policier totalement démesuré et surtout de passer directement à des cas de violence très importants où beaucoup d'étudiants qui vivaient leur première expérience de mobilisation se retrouvaient entre trois boucliers gazés à 20 cm du visage et frappés à la tête. On sortit d'un amphithéâtre à Tolbiac le 17 mars par 350 CRS. Il y avait des taches de sang sur le trottoir pendant un mois et demi après. Et ça marquait bien, je pense, la volonté de démobiliser et de démoraliser ce secteur très déterminé qui était en train de se mettre en branle et plus particulièrement aussi de l'isoler du secteur du monde du travail, notamment en faisant ressurgir de manière très convaincue la figure du casseur qui serait en fait l'ennemi radical du gouvernement et qui impliquerait qu'on aurait besoin de policiers pour protéger une bonne population des bons manifestants pacifistes d'une population violente et qui n'aurait pas les mêmes intérêts. On prendra des tours de parole après. Le deuxième élément, je pense, qui s'accompagne de ça, c'est du côté des directions syndicales. Où très vite la CFDT n'a pas attendu longtemps avant de signer le projet de loi, et même si on regarde plus du côté d'autres organisations syndicales, on voit que ce qui a été appelé pendant très longtemps, alors que les étudiants étaient en grève depuis le 9 mars et que beaucoup de sections locales appelaient à des dynamiques de grève avant, on a eu droit à ce qu'on appelle des dates saute-mouton, le 31, le 28, espacé de plus de 3 semaines, et qui impliquait que les étudiants aient apporté à bout de bras le mouvement entre. De la même manière, il n'y a pas eu d'appel à la reconductible. On avait l'impression qu'il y avait une vraie volonté d'attendre que la jeunesse se soit véritablement essoufflée pour que les travailleurs partent en bataille. Et là, ce que face en fait à un peu ces deux rouleaux compresseurs qui sont d'une certaine manière les deux versants d'une même pièce, il y a un élément qui est important à développer, c'est que je pense en tant que militant de Révolution Permanente, une des stratégies qu'on a tenu à militer et qu'on a défendu dans les AG, dans les comités de mobilisation et qu'on a essayé de construire collectivement avec d'autres étudiants qu'on avait pu rencontrer, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'auto-organisation. Et pour le définir un peu rapidement et le brosser à grands traits, je pense que ça désigne la nécessité de mettre en place des cadres qui peuvent faire émerger une direction politique du mouvement qui soit alternative à celle des organisations politiques et syndicales, basée sur des méthodes de démocratie directe à travers des débats dans les AG, des votes, des discussions collectives, et qui ont vocation à réunir les étudiants le plus largement possible, indépendamment en fait de leur appartenance politique et syndicale. Et ça, il nous semble quelque chose de très important parce que c'est ce qui permet d'empêcher que la radicalité et la colère qui émergent soient canalisées sur le terrain institutionnel. Plus concrètement, l'auto-organisation, ça s'est traduit par la nécessité de se structurer et de s'organiser, notamment par le biais de coordination régionale et nationale. Et ça a un sens très particulier à l'échelle plus générale du paysage politique, parce que si on y repense, c'est à l'appel de la coordination nationale étudiante qu'ont émergé des dates de mobilisation entre le 31 et le 28. Parce que stratégie de l'auto-organisation, et pour le définir un peu rapidement et le brosser à grands traits, je pense que ça désigne la nécessité de mettre en place des cadres qui peuvent faire émerger une direction politique du mouvement qui soit alternative à celle des organisations politiques et syndicales, basée sur des méthodes de démocratie directe à travers des débats dans les AG, des votes, des discussions collectives, et qui ont vocation à réunir les étudiants le plus largement possible, indépendamment en fait de leur appartenance politique et syndicale. Et ça, il nous semble quelque chose de très important parce que c'est ce qui permet d'empêcher que la radicalité et la colère qui émergent soient canalisées sur le terrain institutionnel. Plus concrètement, l'auto-organisation, ça s'est traduit par la nécessité de se structurer et de s'organiser, notamment par le biais de coordination régionale et nationale. Et ça a un sens très particulier à l'échelle plus générale du paysage politique, parce que si on y repense, c'est à l'appel
de la coordination nationale étudiante qu'ont émergé des dates de mobilisation entre le 31 et le 28. Parce que s'il y a eu un 17 mars, s'il y a eu un 24 mars avant le 31, qui ont été suivis par les secteurs du monde du travail, c'est parce que ça a été appelé par les étudiants. Donc ça, je pense que c'est un incontournable en fait de la construction d'un mouvement de lutte qui a des perspectives de réussir et d'engager un vrai bras de fer avec le gouvernement. Cependant, je pense qu'il faut quand même noter, pour être un peu précis dans l'analyse, que en l'état actuel des choses, ces cadres ont montré leurs limites, notamment pour des raisons qu'on peut détailler un peu plus, notamment je peux pas tout aborder, mais parce que ils se sont pas massifiés à l'échelle où on l'espérait, et ce mouvement on l'a caractérisé comme celui d'une avant-garde large, c'est-à-dire qui n'est pas parvenu non plus à réussir suffisamment d'étudiants de manière à ce que les débats soient pris en charge le plus collectivement, le plus massivement possible, afin de déborder jusqu'au bout les pratiques de certaines organisations syndicales du mouvement étudiant comme l'UNEF par exemple, qui ont des pratiques de noyautage et des tentatives de récupération très importantes, et on l'a vu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils avaient négocié avec Matignon pour les 400 000 €, ils sont retirés de la mobilisation, ce qui a quand même été un coup dur pour nous. Par ailleurs, à un moment, du coup, une des conséquences de ça, je pense qui est intéressante à souligner si on réfléchit un petit peu en termes de stratégie et d'orientation, c'est que ça a aussi correspondu chez certains étudiants à la tentation de fuir et de délaisser et de renoncer à la construction de ces cadres d'auto-organisation pour passer face à en fait cette frustration, de mon point de vue, à l'action directe. C'est une tentation qui a été notamment renforcée par une aile du mouvement avec lesquelles on a une différence stratégique de ce point de vue. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à développer dans ce cadre pour donner peut-être des éléments concrets et directs. C'est autour de cette question de l'affrontement direct, parce que si on pense juste à des événements même très récents, c'est de notre point de vue une stratégie impuissante qui pose la question de savoir quel est le sens pour deux individus, par exemple, de brûler une voiture, bien que c'est évidemment sans verser du tout dans le mythe, dans la question de la désolidarisation ou quoi que ce soit. On apporte un soutien de toute façon à toutes les situations de répression quand il y a une situation d'affrontement avec un ennemi qui est l'État et le gouvernement. Mais en même temps, on pose la question de savoir quel est l'impact de brûler quand des individus isolés brûlent une voiture, sachant qu'elle sera remplacée le lendemain, que les flics à l'intérieur seront remplacés le lendemain, et que ça n'a absolument pas impacté le rapport de force global. Et je pense que autour de ces questions, c'est intéressant maintenant de voir qu'elles sont réactualisées, à mon avis, sous un angle un peu plus concret et un peu plus précis, quand s'ouvre ce qui, selon nous, est une seconde phase du mouvement, la phase dans laquelle on est entré très récemment, notamment autour du 17 mai. Et pour du coup développer plus cette deuxième partie, je pense que le mouvement et la mobilisation contre la loi El Khomri et son monde se caractérisent en ce moment par un changement de faciès en ce qui concerne les étudiants, notamment les étudiants boursiers, à arrêter de se mobiliser ou à réduire le niveau d'implication. En plus de ça, les facs vont fermer dans quelques semaines, donc ça pose la question de nos cadres d'intervention, de nos cadres de réunion, de nos cadres de réflexion. Du côté du gouvernement, on voit qu'il durcit le ton. Déjà sur le terrain institutionnel avec le 49.3 qui lui a permis de passer en force, alors qu'il sait très bien que c'est une loi auquel 70% des jeunes restent encore opposés, où la répression dans la rue s'accentue encore avec des étudiants qui perdent leurs yeux à coups de flashball dans la tête, avec des manifestations qui sont systématiquement réprimées. C'est juste impossible de partir d'une manifestation sans se faire taper dessus maintenant. Et autour du discours médiatique aussi, où on a carrément vu Valls qui a commencé à délirer autour du fait que les casseurs seraient des pré-terroristes. Par contre, si on regarde du côté des travailleurs et du côté du mouvement ouvrier, il semblerait que cet autoritarisme ait plutôt contribué à déclencher une étincelle. Parce qu'effectivement, depuis le 17 mars, la perspective de la grève générale, qui semblait s'être éloignée après le 31, après la difficulté à continuer à se mobiliser alors qu'il y avait des dates très, très éloignées, elle se redessine et elle se représente très clairement. Si on regarde les secteurs, il y a beaucoup de secteurs stratégiques et déterminants qui sont en grève de manière très combative. Il y a les cheminots, les raffineurs, les routiers, les dockers du Havre. Et je pense que vous avez un peu suivi, mais il y a une situation impressionnante de blocage de toute la ville avec un centre-ville totalement immobilisé.
la date du 19 mars, je pense que c'est quelque chose qu'on peut revendiquer, qui a été très réussi, où le nombre de personnes mobilisées a encore augmenté, et c'est y compris quelque chose que, personnellement, j'avais pas espéré à cette ampleur. Par ailleurs, je pense que tous ces signaux-là, le gouvernement, il les voit très bien, parce que, à mon avis, il commence à prendre peur autour de la question de tous ces blocages, parce qu'il a quand même prévenu les raffineurs et les dockers qui n'hésiteraient pas à envoyer l'armée et les CRS pour débloquer les ports. Et avec, voilà, évidemment encore toujours ce discours médiatique qu'on nous ressort, qu'on entend en masse avec la semaine noire, la prise d'otages des usagers pour les cheminots, etc. Donc on sent que ça commence un peu à s'agiter du côté de la bourgeoisie. Et ils ont bien raison, parce que toutes ces grèves-là, en fait, elles ont été reconduites, notamment chez les cheminots, quand bien même l'appel de la CGT, il était limité à la perspective de faire 2 jours de grève, ce qu'on appelle des grèves rectangles, un peu avec ironie, c'est-à-dire le mercredi et le jeudi une fois par semaine, à Gare du Nord, à Juvisy, ce matin même où on était à Austerlitz, la grève a été votée en reconductible jusqu'à lundi, et il y a une claire détermination pour que ça dure le plus longtemps possible jusqu'au retrait. Et quand on voit, nous on était sur le piquet en fait depuis hier, et c'est aussi des cadres qui se multiplient et qui montrent que la grève commence à se construire et qui sont pas prêts de s'arrêter. Dans ce contexte où il semble survenir une vraie bouffée d'air et la résurrection de grands espoirs de ce côté-là, se pose la question de ce que nous, étudiants et étudiantes, on peut faire là-dedans. D'abord, je pense que la première question, c'est de savoir comment faire pour que les équipes militantes qui ont émergé autour des facs, qui pour une bonne partie d'entre eux n'étaient pas du tout particulièrement militants avant, mais qui aujourd'hui sont très déterminés, très conscients des enjeux politiques de la situation, continuent à rester mobilisés, partent pas en vacances, partent en vacances s'ils veulent, mais je veux dire, c'est pas rentrent chez eux, partent en vacances et redeviennent des étudiants normaux après ça. Comment on fait pour faire en sorte que c'est pas comme si c'était un bon souvenir, et continuer à se mobiliser autour de ça? Ça pose la nécessité, je pense, de continuer à se structurer, à s'organiser, à se rencontrer. C'est ce qu'on a fait rien qu'hier en organisant des assemblées générales interfac sur la place de la République avec les lycéens, pour réfléchir à approfondir en fait ce cadre de discussion et continuer à militer ensemble. Le second élément, plus de contenu, je pense que c'est déterminant qu'aujourd'hui, on tourne aux forces du côté des travailleurs. D'abord pour les entourer de solidarité. En ce qui concerne les militants de Paris 1, on était au piquet de grève d'Austerlitz ce matin, et c'était une expérience absolument géniale, où eux, ils sont ravis, parce qu'en fait, tout simplement, un truc aussi bête qu'une campagne de solidarité, où en fait, on avait mis une petite pancarte où il y avait marqué « Usagers solidaires des cheminots en lutte », où on a pris des photos un peu avec des usagers qu'on avait rencontrés dans le métro, nuit debout, etc., en faisant tourner les photos, et c'est un truc qui les a remplis de joie, qui leur a donné une combativité, une détermination, la volonté de montrer qu'ils n'étaient pas isolés. Par ailleurs, c'est une propos, à mon avis, je renouvelle la proposition ici même, je ne sais pas si on a la pancarte, mais qu'on fasse une photo de soutien. C'est aussi les aider à organiser des diffs, à faire passer, à organiser des collectes, parce que la grève, en fait, ils perdent des journées de salaire et des journées de salaire, et c'est comme ça aussi qu'on leur met le couteau sous la gorge, et c'est un les conditions matérielles, en fait, c'est un obstacle assez majeur. C'est aussi une occasion géniale de réussir à nouer des liens, de discuter sur des bases communes, et de comprendre que bien qu'on soit dans des secteurs différents et qu'on présente nos intérêts comme différents, on a en réalité un ennemi commun. Et c'est des cadres de discussion qui sont très intéressants, et y compris, voilà, j'invite tous à travailler autour de cette dynamique. Pour donner un exemple concret, la proposition commune à laquelle on est arrivé, les étudiants de Paris 1 et les cheminots d'Austerlitz, c'est de lundi matin rédiger un tract qu'on signerait étudiants et usagers solidaires, et de le diffuser massivement à Austerlitz, à BNF, pour engager le dialogue et déconstruire ce dialogue des médias qui nous ferait croire que c'est une journée noire, parce qu'en fait une journée de grève, c'est une journée de soleil, c'est une journée d'état, c'est une journée de bouffée d'air, d'émancipation, et c'est quelque chose qu'il faut revendiquer et aider à construire. Par ailleurs, les étudiants, je pense qu'ils ont même un rôle plus organique à jouer dans la construction de la dynamique de la grève générale et de la convergence, y compris avec les camarades de Nuit debout qui sont ici, et notamment ceux de la commission de grève générale. Ça s'est vérifié hier lors de l'Assemblée générale interpro qui a été organisée à l'initiative de la commission de grève générale, qui a permis de réunir des étudiants, des raffineurs, des routiers, des postiers,
des cheminots qui ont pu discuter ensemble, déjà se donner de la motivation, se donner du moral et surtout décider un plan de bataille commun. Parce qu'on sait très bien que c'est tous ensemble qu'on va gagner en tapant au même endroit, au même moment. Il y a un deuxième élément sur lequel je voudrais revenir pour la suite de la mobilisation et l'ouverture de ce mois de mai qui est pas sans lien avec ce que je disais précédemment. C'est qu'il faut garder en mémoire que le mois de mai, c'est aussi celui de l'ouverture des procès. L'ouverture des procès de tous les camarades étudiants et lycéens qui ont été interpellés au cours de ce mois de mobilisation, à commencer par le 17 mars parce qu'ils s'étaient réunis pour une assemblée générale. Il y a une multitude d'exemples, pour en citer que quelques-uns, on peut penser même aux 40 lycéens qui ont été convoqués au commissariat dans le 92 parce qu'ils ont bloqué leur lycée. Il y en a un qui passe en procès. La qualification juridique, c'est violence aggravée envers agent parce qu'il a lancé un œuf. Donc en fait, je pense que rien que voilà, il y a tout un tas d'exemples comme ça. Même la dernière manifestation, là, il y a des camarades de Paris 1 qui ont été interpellés à la fin de la manif. Et je pense que face à ça, on a une riposte à apporter qui est une réponse à une solidarité sans faille à tous et toutes les manifestantes interpellées. Et ça se construit de plusieurs manières, il me semble. Déjà en s'organisant dans les manifestations pour riposter contre les violences policières et ensuite du côté de la justice, parce qu'on voit bien que les deux faces d'une même pièce, c'est celle d'une police qui mutile, qui tue et d'une justice qui acquitte, et ça c'est pas nouveau en fait, mais en étant massif pour assister au procès, pour soutenir les camarades, pour les dénoncer, y compris, c'est un des rôles qu'a pu jouer Révolution Permanente au cours de cette mobilisation, c'est-à-dire de faire un travail d'information, de relais des quêtes de rassemblement, des perspectives de soutien, de manière à ce que ce soit le plus massif et le plus conscientisé possible. Et surtout, moi je voudrais insister, peut-être en politisant un peu plus cette question, parce qu'il n'y a pas que les étudiants et les lycéens qui se font réprimer, il y a aussi les travailleurs et les syndicalistes. Et je pense que c'est intéressant de voir que le 27 mai, il y a aussi le procès des camarades d'Air France et qu'en réalité, il y a une continuité entre les chemises arrachées et les lycéens qui jettent des œufs et les procès pour fait de grève. Parce que, à mon avis, le vrai enjeu qu'il y a derrière ça, c'est pas un dommage collatéral en fait, ou c'est pas un effet secondaire de la lutte. C'est qu'il y a une vraie tâche et un vrai enjeu à prendre en charge de manière politique, consciente et collective cette question de la répression et de la lutte contre les violences policières et contre la justice bourgeoise. Parce que ce qu'on a vécu comme expérience en tant que militants révolutionnaires qui avons milité dans un mouvement beaucoup plus large en rencontrant beaucoup d'étudiants et tout, c'est que ça n'est pas un effet secondaire de la lutte. C'est qu'il y a une vraie tâche et un vrai enjeu à prendre en charge de manière politique, consciente et collective cette question de la répression et de la lutte contre les violences policières et contre la justice bourgeoise. Parce que ce qu'on a vécu comme expérience en tant que militants révolutionnaires qui avons milité dans un mouvement beaucoup plus large en rencontrant beaucoup d'étudiants et tout, c'est que ça a été un vecteur de politisation déterminant qui a amené beaucoup d'étudiants qui au début dans les premières manifestations chantaient CRS avec nous ou je sais pas quoi, CRS des caresses machin, et qui au fur et à mesure, à force de se faire matraquer, ont été amenés à démasquer la nature du pouvoir et le rôle de l'État. Et je pense que autour de cette question de la répression, et maintenant, en revanche, voilà, par contre, en revanche, quand on voit maintenant la manière dont sont répandus les slogans contre la police et la vraie colère que ça a fait émerger, l'idée c'est de réussir à transformer toute cette haine autour d'un axe conscient de lutte contre la classe dominante qui est celle de ce gouvernement qui nous impose la loi travail et son monde. Donc déjà, la proposition c'est évidemment d'être là, je le répète, le 27 mai à Bobigny pour soutenir les camarades d'Air France, d'être là, de suivre toutes les dates de procès pour les lycéens, les étudiants et les manifestants, et de prendre conscience que la jeunesse elle a un rôle déterminant à jouer dans la construction du tous ensemble, et dans les usines et dans les gares, et en soutien aux militants réprimés. Et simplement pour conclure, je pense que c'est là qu'on peut discuter un petit peu du sens aussi d'un journal militant dans un tel contexte de lutte et de mobilisation. Parce que ce qu'on a cherché à faire depuis ces 3 mois de mouvement, c'est tout d'abord de se faire le relais en fait de tout ce qui pouvait se passer, parce que c'est pas un média et on n'est pas des journalistes en fait, c'est l'expression d'un travail militant qui a vocation à être diffusé largement pour que ce soit des informations qui soient accessibles à tous et à toutes, parce que c'est pas les médias dominants qui le feront pour nous. Donc ça a été d'être sur les piquets de grève, c'est d'être dans les facs, d'être dans les AG pour essayer de refléter le contenu qui pouvait être porté, les débats qui pouvaient être traversés pour que ce soit pris en charge de manière la plus large et la plus consciente possible.
de chercher à entrer en dialogue avec toute cette politisation qui est en fait un phénomène très enthousiasmant dans la jeunesse et dans le secteur du travail, et aussi de chercher à formuler des orientations, des perspectives stratégiques qu'on défend en tant que marxiste révolutionnaire et qu'on est prêt à discuter ici avec vous. Voilà, merci.